à cette émission culturelle Li Culture sur la chaîne de télévision Li Quotidien TV. Nous recevons un metteur en scène, un artiste comédien, un produit de l'École nationale des arts et métiers de la culture, NMC, Samba Mballo. Et Samba Mballo a initié beaucoup d'activités culturelles et également il est fondateur du réseau des jeunes acteurs culturels et également coordinateur du symposium international sur le jeune public qui aura lieu au musée des civilisations noires, le spectacle jeune public. Samba Mballo s'active surtout dans la prise en main du jeune public à travers des manifestations artistiques et culturelles. Et Samba Mballo qui va nous parler des enjeux de la culture et des enjeux du théâtre. Merci beaucoup Alassane, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et je remercie toute l'équipe de Li Quotidien TV et cette émission culture qui va nous permettre de pouvoir au moins discuter de ce que nous avons en commun, cette passion-là pour l'humain. Ouais. Oui, passion pour l'humain et surtout pour les jeunes et les enfants. Et on a constaté qu'il y a très peu de programmes, surtout de programmes officiels en matière de culture destinés aux enfants, aux jeunes. Et je sais que ça, c'est votre credo, votre leitmotiv, votre tasse de thé, votre passion pour qu'il y ait des passerelles de transmission à l'endroit des jeunes et des enfants. Et pour ce faire, il faut que la culture soit appropriée par les jeunes et les enfants. Quel est le diagnostic? Quelle est la situation? On a vu que les jeunes, les enfants sont en marge des programmes culturels. Déjà, quand on regarde le dernier recensement de l'ANSD, on nous dit que nous avons autour de 5 à 6 millions d'enfants dans ce pays-là. Et quand on dit enfants, dans le recensement de l'ANSD, c'est vraiment les moins de 13 ans. Et donc, on voit que c'est énorme. On ne peut pas avoir plus de 5 à 6 millions de tout petits et qui sont là, qui en réalité à cet âge-là ont besoin d'un accompagnement, ont besoin d'être quelque part endoctrinés. Quand je dis, c'est-à-dire que nous, on doit voir ce qu'il y a de bien dans notre culture, de penser à quel peuple on veut avoir demain pour pouvoir maintenant accompagner ces enfants-là. Globalement, il n'y a pas d'initiative majeure ou de politique établie en faveur de ces enfants-là. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours été conscient du fait que depuis l'avènement du régime libéral, on a la barre des 40% du budget consacré à l'éducation. Mais je pense que l'éducation ne se limite pas à l'instruction qui se passe dans les salles de classe. Et c'est là où on a oublié, dans la politique de ce pays-là, d'adosser vraiment un dispositif qui sera un dispositif d'accompagnement extramuros qui permettra vraiment de compléter aussi cette éducation-là complète qu'on veut pour ces enfants-là. Et c'est pourquoi il y a des initiatives dans les loisirs, dans les arts, il y a quelques initiatives, mais il n'y a pas un cadre vraiment établi, une politique en faveur des enfants qui permettrait à ces enfants-là de pouvoir aussi mettre en place des bases de la compréhension de la société dans laquelle ils vont vivre même demain. Donc globalement, aujourd'hui, le diagnostic, il est là, c'est que nos enfants regardent les dessins animés étrangers, nos enfants écoutent même dès le bas âge de la musique importée, ils connaissent les paroles d'artistes comme Dadju, etc. Mais ils n'écoutent pas, ils ne savent pas qui est Ndiakambaye, ils ne savent pas qui est Kindelam. Donc voilà, au niveau vestimentaire, c'est la même chose. On a de plus en plus des adolescents qui ne consomment pas du local, parce que quand ils étaient enfants, ils ont vu dans des dessins animés ou dans les modèles qu'on les présente, des styles de vêtements, des styles de nourriture. Et donc, ils sont dans l'alimentation rapide parce que c'est ce qu'ils voient à la télé, c'est ce qu'ils voient dans les dessins animés globalement. Donc, on est en train de reproduire en réalité un modèle capitaliste que nous n'avons pas créé et qui fait qu'il y a une rupture entre ce qu'on a eu d'une génération vraiment ancrée, cette génération assez révolutionnaire, panafricaine, qui a mis en place les jalons de ces États-là qu'on a, qui tiennent aujourd'hui toujours nos pays. Parce qu'il faut le dire aussi, on a tendance à souvent lancer des pierres sur la génération des années 60. Par contre, je sais qu'on avait une génération assez forte de grands intellectuels, de grands agriculteurs, des patriotes
qui ont mis en place des systèmes qui nous permettaient de vraiment de pouvoir subvenir à nos besoins. Aujourd'hui, on est en train d'avoir des enfants qui sont tournés vers le système rapide, un système capitaliste de consommation. C'est des enfants qui sont sur TikTok. Pour la plupart, les jeunes ados, ils sont tous sur TikTok. Et quand on regarde ce qui est sur TikTok, c'est quoi? Nos jeunes filles sont à peu près presque nues. Elles doivent s'exhiber pour avoir des vues. On est dans du sensationnel. Donc aujourd'hui, le diagnostic, il est là, il est amer. Mais il faut des initiatives. Il faut qu'on se penche vers le jeune public, qu'il y ait des auteurs pour le jeune public, qu'il y ait de la création pour le jeune public, qu'il y ait des espaces dédiés au jeune public, qu'il y ait un environnement global tourner autour des enfants du Sénégal pour qu'on puisse arriver demain à avoir le peuple réellement qu'on veut. Oh, le diagnostic est là, vous avez déjà dégagé des perspectives. Et je me rappelle en 1995, Cheikh Hamidou Kane parlait dans une interview qu'il m'avait accordée à Sud Quotidien. Et il m'avait dit qu'il y a des autoroutes de l'information qui arrivent, les inforoutes qui arrivent. Il faut que notre patrimoine immatériel, nos contes, nos légendes, nos épopées soient dans ces autoroutes de l'information. Et ces autoroutes de l'information et inforoutes qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles technologies. Et effectivement, il avait alerté en 1995, mais on a constaté qu'on a perdu un peu la bataille des contenus. Et ce que vous êtes en train de développer, il faut qu'il y ait des contenus culturels dans ce qu'on appelle les TikTok, dans les réseaux sociaux. À la place, c'est des contenus... Non, moi je pense qu'il faut respecter même la logique qu'on utilise tous. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que nous sommes dans un village planétaire. Tout le monde est d'accord sur ça, il n'y a pas de souci. On est aussi d'accord que dans ce village planétaire-là, il y a le rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce qu'on donne, nous? Il faut respecter si on décide de recevoir. Mais maintenant, il faut donner. Et pour moi, c'est vraiment respecter cette logique-là, de dire que puisqu'on est vraiment au rendez-vous du donner et du recevoir, on a des choses à donner. Qu'est-ce qu'on donne? C'est tout ce qu'on a de bien. C'est nos contes, c'est nos légendes, c'est nos héros. C'est aussi la vraie version de nos histoires. C'est ça, c'est notre version des choses qu'on doit donner. C'est tout le savoir-faire qu'on a au niveau local. C'est des choses qui ne sont pas forcément industrielles, mais qui comptent dans ce monde-là. C'est ce patrimoine-là qu'il faut garder. Et donc, au niveau africain, nous avons des choses qui sont en commun parce qu'il faut dire aussi que nous avons des grands ensembles en Afrique. Le peuple Akan, c'est un grand ensemble sur plusieurs États. Le peuple Manding, c'est un grand ensemble sur plusieurs États, etc. Donc, il faut retrouver aussi, en réalité, des mécanismes régionaux pour pouvoir mettre en place, pour accompagner cette politique-là. Parce qu'il ne sert à rien d'aller sur une culture basée sur des micro-États. Alors qu'à l'intérieur de ces micro-États-là, il y a des grands ensembles ethniques qui partagent vraiment ensemble des valeurs. Et pour moi, c'est important. Et si on donne l'exemple, parmi tant d'autres, l'exemple de Thierno Souleymane Baal, la révolution Torodo, c'était un exemple de bonne gouvernance en termes de système en 1776. Il y a aussi un autre exemple, l'exemple de la charte de Kourunkan Fougan, la charte du Mandin, qui, à partir depuis 1236, il y a la question des droits humains, la question de la protection de l'environnement, la question de la protection de la femme, la question même de la protection de l'enfance. En 1236, donc la question des droits humains. Or, cette charte, elle est antérieure à la Révolution française de 1789, à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et ce serait bien que nos enfants, que nos jeunes s'approprient cette charte de Manding, notre patrimoine historique africain, pour qu'ils se sentent fiers en tant qu'Africains. C'est pourquoi il faut être fier et aimer l'Afrique pour pouvoir développer l'Afrique. Et ce que vous parlez tout à l'heure... Oui, c'est très important parce que quand on regarde un peu ce qu'on a en termes de patrimoine immatériel, quand on regarde la valeur que représente la tradition orale aujourd'hui, on comprend qu'en réalité, on est passé à côté de quelque chose et qu'il faut rattraper. Aujourd'hui, par exemple, quand je regarde dans les arts oratoires, on a par exemple le slam. Ouais. Le slam qui est en vogue, etc. Ce n'est pas nouveau dans la culture africaine, le slam. C'est qu'aujourd'hui, il s'appelle le slam. Mais dans les arts oratoires que nous avons en Afrique, c'est-à-dire qu'on a eu
ce genre-là et ce style-là précis qui a existé déjà. On a plusieurs formes aujourd'hui dans nos arts oratoires qui, en réalité, ne sont pas nouveaux, mais on a l'impression d'être colonisé par de nouveaux arts qui arrivent comme ça, subitement, et qui font qu'on doit réapprendre d'autres codes alors qu'on avait nos propres codes. Et c'est de même pour le théâtre populaire. La force de tous les différents théâtres populaires qu'on a eu, celui pré-colonial ou post-colonial, mais le théâtre populaire sénégalais est un genre qui a existé au Sénégal et qui en réalité permettait aux communautés de pouvoir se voir dans un miroir. Parce que la trame de ce théâtre populaire-là faisait que ce soit les chants, que ce soit ce qu'on appelle talif, que ce soit même la manière de tisser le jeu dramatique, etc., et la représentation de la communauté, on était avec les costumes, avec les parties folkloriques, etc. Donc on a toute la dimension de la représentation même de la communauté qui existe. Ce qu'on ne retrouve pas forcément dans un théâtre classique ou un théâtre grec, etc., qui nous ressemble. Pas du tout en réalité. Et donc, globalement, aujourd'hui, on se retrouve face à un dilemme. Le dilemme de la question du patrimoine face à celle de l'industrie. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair, on parle d'industrie culturelle et créative. Et comment partir du patrimoine pour atteindre l'industrie, sans pourtant vraiment détériorer ce patrimoine-là. Aujourd'hui, on en est là. Parce que beaucoup peuvent te dire que je fais du travail moderne, on essaie de trouver des nuances pour être au diapason ou autre, mais pour moi la question c'est comment partir du patrimoine pour atteindre l'industrie sans pour détériorer le patrimoine. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui, et c'est ce qui implique la question de l'économie, vraiment la question de la politique et de la gouvernance des arts et culture. Moi j'ai tendance à l'appeler comme ça, parce qu'il faut un système de gouvernance des arts et culture. Puisque la question de la culture, ce n'est pas une question des élites politiques, c'est une question vraiment commune, parce que ça part vraiment du terroir jusqu'au palais de la République. Et donc, en ce moment, on doit avoir une gouvernance partagée, on doit être dans la co-création, on doit être dans la coproduction, et ce ne sont pas forcément des notions qui existent dans le capitalisme. Dans le capitalisme, c'est celui qui a les moyens domine, c'est celui qui a les moyens dirige, c'est celui qui a les moyens impose ses contenus. Comme le Nigeria le subit comme ça. Oui, et je suis d'accord, parce que le capitalisme a tendance même à déshumaniser. Et alors, nous, notre système africain de valeur a tendance à humaniser l'homme. Et on est dans le théâtre. Le théâtre aussi, comme vous êtes artiste comédien, metteur en scène, le théâtre a une vocation éducative. Mais on a constaté que dans le secteur de la culture, le théâtre est un peu le parent pauvre. La preuve, les autres secteurs ont leur fonds au Sénégal, mais le théâtre n'a pas de fonds. On a le fonds des cultures urbaines, on a le fonds du cinéma, on a extra, mais le théâtre et la danse n'ont pas de fonds. Et selon vous, comment faire pour faire vraiment ressurgir le théâtre, pour que le théâtre retrouve son lustre d'antan? Parce qu'on a vu au Sénégal de grands comédiens comme Doura Mané, comme Douta Seck, hein? Et le théâtre Sorano a été créé en 1966. Vous avez parlé du théâtre populaire. Et on se rappelle des troupes assez importantes qui ont marqué notre conscience et notre cheminement. Troupes d'Arey Coach, troupes Jamonoy Tay. Au début, il y avait les Tréteaux. Et il y avait même des troupes contemporaines comme Faro Théâtre. Il y a eu les sept courses, les Gueule Tapée, etc. Les Zéniths, voilà. Mais comment faire de sorte que pour que ce foisonnement théâtral revienne maintenant sur la scène dans l'objectif d'éduquer nos enfants, nos jeunes? Moi, je pense que déjà la force du théâtre sénégalais, c'est que c'est encore un théâtre populaire. Pour moi, c'est une force. Le fait qu'on ait un théâtre qui est encore populaire, c'est une force parce qu'à un moment donné, on a eu un théâtre élitiste qui a dominé parce que l'école des arts au Sénégal avait une vraie force. Donc, le conservatoire à l'époque était tellement puissant qu'il a créé des générations et des compagnies de théâtre qui ont circulé un peu partout en Afrique, mais qui étaient entrés dans une convention de théâtre internationale. Alors que, à la base, nos théâtres en Afrique, c'est un théâtre qui est rituel d'abord. C'est un art qui est rituel. Le théâtre en Afrique, il est rituel. Parce que ce sont des représentations qui sont issues des communautés, mais qui représentent soit des saisons ou des périodes bien précises par rapport à un événement donné. Et donc, l'Undem, c'est-à-dire que dans sa manifestation, se représente comme ça.
c'est une forme de représentation que nous, on doit appeler le théâtre, parce que c'est le théâtre vraiment sénégalais. Le Khoy, le Grand Courant, etc., etc. Donc on a plusieurs manifestations comme ça en réalité qui sont... On n'avait pas le terme théâtre, d'accord. D'autres disent qu'on peut dire Jotaï Pomgeu, d'autres l'appellent Bkheb, mais ça existait déjà. Et donc ce théâtre populaire-là, pour moi, c'est une force, parce qu'il est joué en langue locale, en langue africaine. Et ça, c'est très important, parce que la question du public, de quel théâtre, quel public. Quand on joue le théâtre sénégalais d'expression française, on convoque un public qui parle la langue française, qui fréquente les espaces comme les centres culturels, etc. Et ce n'est pas la majorité de la population. Donc ça, c'est déjà un. Deux, aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir un statut de l'artiste et des professionnels de la culture. Ça rentre encore dans ce que je disais, c'est qu'on a un statut pour les professionnels. Alors que dans l'esprit du théâtre populaire, ce ne sont pas des professionnels, ce sont des amateurs. Parce que ce sont des couturiers, ce sont des mécaniciens, ce sont des gens qui sont là pour le théâtre, qui même puisent de leurs ressources de subsistance pour investir dans le théâtre. Et donc, aujourd'hui, ce qui fait qu'on a un problème de structuration de ce secteur-là, c'est la question des amateurs et des professionnels. On a beaucoup plus d'amateurs dans le théâtre que de professionnels. Ça, c'est une réalité. Et donc, quand on veut faire un mouvement de structuration pour des professionnels, si on fait appel à tous les acteurs de théâtre, il y aura déjà un problème qui va se poser. Parce que les préoccupations des amateurs ne sont pas les préoccupations des professionnels. Un professionnel doit vivre de ce métier-là, doit avoir des tournées, doit avoir des subventions périodiques, etc., etc., doit avoir un modèle économique. Par contre, un amateur, c'est que lui, quand il y a par exemple les vacances, on organise des festivals communautaires. Quand il y a un événement qui se passe, on organise des sensibilisations. Quand on est contacté par une ONG, c'est là qu'on fait. Donc c'est un théâtre, ça devient un théâtre de commande parce qu'on est contacté par une ONG pour faire de la sensibilisation. Et donc, le vrai problème de la sensibilisation, c'est qu'on ne sait pas faire la part des choses entre les professionnels et les amateurs dans le théâtre. Et que ça, pour moi, c'est déjà le pas à franchir. Quand on va arriver à mettre en place un système précis pour les professionnels, ceux qui vont à l'école des arts ou ceux qui sont formés dans les compagnies mais qui ont décidé d'embrasser une carrière de comédien ou de metteur en scène ou de costumier ou de... Donc il faut mettre en place une chaîne de valeur pour le théâtre. Ça, au Sénégal, ça n'existe pas. Au Sénégal, quand tu as besoin d'un costumier, c'est un problème. Quand tu as besoin d'un scénographe, c'est un problème. Les créateurs lumière, il n'y a que Moussa Diallo qu'on sait dans le freelance. Il faut aller soit à l'Institut français ou pas de créateurs son, etc., etc. On a même plus de dramaturge. C'est qu'au fur et à mesure, c'est que tous les textes que nous avons, c'est des textes qui ont été écrits par Marouba Fall, qui ont été écrits par Alun Badrabe, qui ont été écrits, etc., etc. Donc au niveau contemporain là, mais on peine à avoir des auteurs vraiment pour le théâtre. Et donc, il faut mettre en place la chaîne de valeur pour les professionnels et ensuite accompagner l'épanouissement des amateurs. Parce qu'ils sont dans une quête de celle de se représenter eux-mêmes dans leur communauté. Il faut mettre en place un système. Et ça revient à la question de la direction de l'éducation populaire. Parce que tous ceux qui sont dans le théâtre amateur, en réalité, dépendent de la direction de l'éducation populaire et au ministère de la jeunesse et pas au ministère de la culture. Et donc, quand on va arriver à mettre en place ces deux systèmes-là, on dit ok, ceux-là ils sont amateurs, ils sont dans une quête de représentation dans la communauté, ils font passer des messages, ils sont dans l'éducation populaire, etc. Allez, on les accompagne à travers tel dispositif. Ceux-là, ils sont allés à l'école ou ils ont été formés dans les troupes, mais ils ont décidé d'embrasser une carrière de professionnel. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Ils veulent faire des tournées, ils veulent faire partie, par exemple, du marché du spectacle africain, ils veulent aller conquérir le monde de pouvoir, etc. On met tel dispositif pour eux. Et en ce moment, on dit la passerelle, elle est là. C'est-à-dire que tu peux quitter le monde amateur et devenir professionnel. Ça existe, même dans les sports. Tu peux être dans le sport amateur et devenir professionnel après. Donc maintenant, pour quitter le monde amateur, pour arriver dans le monde professionnel, voici le système qu'on met en place pour pouvoir vraiment accompagner. Et comme ça, je pense que le théâtre pourrait avoir un système assez structuré, solide, qui pourrait après bénéficier des fonds. Mais sinon, si on a un fonds du théâtre aujourd'hui, comment ça va se passer, ce fonds-là? On va donner à qui et sur quelle base? Et comment, vous avez parlé de ça, vous avez été pertinent en parlant de l'organisation du système. Mais ce secteur du théâtre a besoin de fonds pour la création, la production et la diffusion. Oui, mais moi je pense que pour la question du fonds, moi je suis de ceux qui pensent qu'on a besoin certes de fonds, mais on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Parce que si on a beaucoup d'argent, sans mettre en place le système dont je parle, ça va poser problème. Parce qu'il y a d'autres fonds qu'on connaît qui,
voilà, qui sont critiqués parce que le système n'était pas pertinent à la base. Absolument. Et donc, pour la création aujourd'hui, je pense que le théâtre sénégalais est très performant. On crée beaucoup. Moi, je sais que ces 3 dernières années, il y a beaucoup de spectacles qui ont été créés. On a un problème de la circulation des œuvres en interne. Ça, c'est le problème aujourd'hui qu'on a. Au niveau national. Au niveau national. C'est qu'on a un problème pour la circulation des œuvres. Donc, la question de la mobilité en interne au Sénégal, ça, c'est le point central pour le théâtre sénégalais. Aujourd'hui, les compagnies sont prêtes à investir pour créer des pièces. Les gens créent. Le dispositif de création, je pense qu'il est assez soutenu par les acteurs eux-mêmes. Et donc ça, pour moi, c'est une force. Parce que si on injecte automatiquement de l'argent dans la création, on peut orienter la création. Absolument. Et donc, pour moi, je pense que ce dispositif-là, les acteurs doivent le conserver. Créer à partir de ce qu'ils pensent, à partir de ce qu'ils veulent montrer, à partir de etc. Et maintenant, on va accompagner pour la circulation des œuvres. Et maintenant, quand on va accompagner pour la circulation des œuvres, on va accompagner derrière le dispositif qui va accompagner cette circulation-là. Parce que quand tu quittes un espace où il n'y a pas de lumière, et que tu veux jouer demain dans un espace où il y a de la lumière, donc ton spectacle s'il n'avait pas été conçu avec de la lumière, ça veut dire qu'il faut maintenant organiser des résidences de création. Voilà, c'est plus. Mais ça sera pour de la création en lumière, parce que le spectacle, il existe déjà. Et donc, il faut mettre en place un dispositif. On a 14 centres culturels au Sénégal. Ne serait-ce que si chaque centre culturel diffusait un spectacle par mois, ça va faire 12 spectacles par centre culturel. 12 multiplié par 10, ça fait 120. Donc, par 10 centres culturels, ça fait 120. Donc, déjà, 10 centres culturels peuvent diffuser 120 spectacles de théâtre sur l'année. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a un système qu'il faut mettre en place pour la mobilité. Et donc, quand vous prenez, on crée maintenant des cercles. Moi, j'avais fait cette proposition de créer des cercles. Le Sine Saloum, c'est un cercle. C'est Kaffrine, c'est Fatick, voilà. Et on a, c'est Kaolack. Et donc, ces 3 centres culturels-là ne sont pas distants de 50-60 km. Et donc, c'est un cercle de diffusion dans ces espaces-là. On crée un autre cercle de diffusion avec Louga et Diourbel dans la zone. Voilà. On crée un autre cercle de diffusion avec Saint-Louis et Matam et autres. On crée un autre cercle de diffusion avec Dakar et Thiès. On crée un cercle de diffusion avec Tamba et Kédougou, un autre cercle avec Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Il faut créer des cercles de diffusion. Donc, à 3 centres culturels réunis, ils pourront avoir la possibilité de trouver des moyens pour accueillir des spectacles. Parce qu'ils sont 3, c'est 3 régions. Déjà, donc c'est des partenaires qui sont différents. Donc pour accueillir un spectacle qui va être joué à Ziguinchor, à Sédhiou, à Kolda, les 3 centres culturels pourront avoir des partenaires assez solides. Ils pourront trouver des partenaires dans l'hébergement, parce que c'est 3 régions. Donc sur chaque région, ça sera un relais. Le partenaire qui loge à Ziguinchor et qui loge, etc. Et voilà. Et donc les œuvres pourront circuler facilement. Donc quand tu termines un cercle, automatiquement tu passes à un deuxième cercle, et celui qui était dans le premier cercle passe dans l'autre cercle d'avant. Et c'est comme ça qu'il faut penser pour faire circuler les œuvres. Absolument. Voilà, c'est important. Donc le problème de la question de l'argent se pose, mais elle doit être orientée vers la circulation des œuvres. Parce que c'est en ce moment que le public va devenir lui aussi exigeant et que les gens dans la création vont faire les efforts qu'il faut. Oui, et ça va permettre que le public même consomme les productions de nos créateurs. Et Samba, votre analyse a été pertinente sur la circulation des œuvres, et ça peut être des œuvres théâtrales, des œuvres musicales, des œuvres chorégraphiques, des œuvres cinématographiques en termes de diffusion, entre autres, et des œuvres même vestimentaires avec des défilés de mode qu'on voit rarement dans les régions. Maintenant, on est à quelques 3 jours du scrutin présidentiel, le 24 mars 2024. Le Sénégal va élire son 5e président, mais on a très peu entendu de culture pendant la campagne électorale. Les candidats n'ont pas beaucoup parlé de culture. Quelle est votre lecture? Et si vous avez des propositions sur la culture, parce que la culture doit être capitale, surtout dans nos pays en Afrique. Oui, moi je pense que j'ai lu à peu près tous les programmes des candidats et je me rends compte qu'en réalité, il y a un complexe chez nos politiques. Il y a un vrai complexe chez nos politiques par rapport à la question de la culture. C'est qu'ils ne savent pas comment aborder la question de la culture. Pour moi, ça c'est quelque chose. Et que donc, ils n'ont pas dans leur attelage, c'est-à-dire dans leur cercle, des gens qui sont spécialistes de la question culturelle. Ils ont des économistes, ils ont des industriels, mais ils n'ont pas en réalité des spécialistes. Et que
quand on parle du postulat qu'une campagne électorale doit être animée par des artistes, quand on parle déjà de ce postulat-là, on force la donne parce que c'est comme ça qu'est conçu les programmes de campagne. C'est-à-dire qu'ils conçoivent un programme et en réalité, ils disent comment est-ce qu'on va l'animer au niveau de la communauté. Et c'est en ce moment qu'on pense aux acteurs culturels. Et ça, c'est faussé d'avance pour moi. Pour moi, le diagnostic qu'ils font, pour la plupart, je pense que tous les candidats sont dans la continuité. Moi, je pense que tous les candidats, tout ce que j'ai vu dans les programmes de campagne, en réalité, c'est ce que le régime en place a mis comme dispositif ou avait prévu de faire. Ils sont tous dans la continuité au niveau de la culture. Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de nouveau qu'on ne sache déjà. Et pour moi, ça me fait mal. Ça veut dire qu'on a quelque chose à faire au niveau de toutes nos institutions dans le pays. C'est que, par exemple, l'École nationale d'administration, est-ce qu'il n'est pas temps d'introduire un vrai module pour la culture dans cette école-là? Est-ce que dans tout ce qu'on a comme université, etc., est-ce que c'est pertinent de détacher l'enseignement des arts et culture? Moi, aujourd'hui, je me pose cette question-là. Parce qu'en réalité, ça détache tout le reste de l'administration, tout le reste de nos politiques de cette question-là. Il faut qu'on puisse incorporer ces choses-là pour qu'ils puissent savoir. Et deuxième point, c'est la question des moyens. Je n'ai vu dans aucun programme quelqu'un me dire que je vais mettre en place, c'est que je vais tirer des moyens à tel niveau pour les injecter dans la culture. Ils disent tous qu'ils vont faire des efforts. Et les mots qui ont été utilisés, c'est, j'ai vu beaucoup de renforcer. Quand on dit renforcer, ça veut dire que ça existe déjà. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas nouveau. J'attendais vraiment des nouveautés. Sur la question, par exemple, de la société de gestion collective, j'attendais des candidats et ça montre un peu qu'ils ne savent pas de ce qui se passe dans la culture parce que s'ils savaient, on allait avoir de vraies propositions sur la question de la société de gestion collective des droits. On n'en a pas. La question de la réforme, par exemple, de l'École nationale des métiers de la culture, on n'a rien dans les projets parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans la culture. La question du statut même de l'artiste et des professionnels de la culture, on n'en a rien entendu parler. Et donc, ils sont tous dans la continuité. Et pour moi, c'est dommage. Pour moi, c'est vraiment dommage. Et je pense qu'il faut arriver à un niveau où j'ai vu un candidat qui a essayé d'aborder cette question-là, qui a parlé de culture et de société. C'est qu'il a vraiment, lui, été à l'origine de la chose, en parlant de culture et de société. Par contre, il est resté dans l'aspect sociologique de la culture. Il n'est pas allé jusque dans les professions et les métiers de la culture. Et pour moi, c'est là où je me dis, c'est assez facile parce que même quand tu lis dans les livres de sociologie, tu sais que la culture, vraiment, c'est le fond des choses, c'est l'origine des peuples, etc., etc. C'est trop facile. Donc, il n'y a pas de... qui vont venir, même si ce sont des consultants, mais qui vont venir sans parti pris parler des questions culturelles, leur dire voici la réalité des choses, voici aujourd'hui ce qui se pose comme problématique majeure, voici comment nous devons exister, la question du soft power, voici comment on est aujourd'hui émergé par beaucoup de produits et comment on doit répondre la question du rêve sénégalais, comment on produit ce rêve-là, et lié maintenant à la question du tourisme. Parce que si tu n'as pas un système de gouvernance de la culture assez solide, ton tourisme ne va jamais exister. Jamais, il ne va jamais exister. Parce que les gens qui viennent ici, ils viennent pour la culture. Ils ne viennent pas pour des hôtels, ils ne viennent pas pour des plages, ils en ont dans le pays. Ils viennent pour la culture, pour la façon de fonctionner de la société, pour ce qu'on produit au niveau local, pour cette hospitalité-là. Personne sur les 19 candidats n'a, par exemple, conceptualisé la teranga. Et pour moi, c'est qu'on ne peut pas être le pays de la teranga. Je n'ai vu aucun programme avec la notion de teranga comme base, c'est-à-dire que dans le programme touristique ou culturel. Pour moi, c'est une aberration pour le Sénégal. Et pour moi, je dis ça, c'est le basique. C'est que quand on fait un programme touristique pour le Sénégal, c'est que le concept de base, c'est la teranga. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Ça n'existe pas, c'est dommage. Mais maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Nous sommes à 3 jours. On va élire un président, c'est vrai. On le dit, on souhaite que ça soit le meilleur. Mais je pense que le meilleur, c'est nous. C'est chaque citoyen qui doit vraiment mettre sa pierre à l'édifice pour pouvoir atteindre ce qu'on veut. Et ce qui va venir, c'est quoi? C'est qu'on passe de politique culturelle à gouvernance des arts et de la culture. Moi, j'insiste là-dessus. C'est que le prochain président doit savoir que la question de la politique à l'origine, elle est conçue, c'est que du palais, en réalité, c'est un programme qui est conçu du palais vers les acteurs. C'est vrai qu'il y a des diagnostics qui sont faits, etc. Mais moi, je parle plutôt de mettre en place un système de gouvernance. C'est-à-dire, dans ce qu'on a comme déroulé pour la culture au Sénégal, la part des acteurs et le veto des acteurs, il est où exactement? La part du politique,
la part des institutions, etc. C'est qu'aujourd'hui, est-ce que les acteurs ont un droit de veto, par exemple, sur un statut qui leur est destiné? Ils n'en ont pas. Du moment où c'est voté à l'Assemblée nationale et que le ministère fait le travail, tu vois, les acteurs peuvent être convoqués à un atelier de validation. Mais c'est-à-dire que dans la conception, quand ils ne sont pas, par exemple, présents dès le début, le statut a duré 18 ans presque. Où est-ce qu'on pose le veto? Comment on corrige? Aujourd'hui, le statut, d'accord, je suis pour, il peut passer. Mais on doit apporter des corrections. Ça, qui va décider de ces corrections-là à quel moment? Donc le président doit être dans un système de gouvernance des arts et culture. De dire qu'on a un dispositif qui est assez important, qui va nous permettre de conquérir le monde. Conquérir le monde, ce n'est pas d'aller dominer les autres, mais c'est de pouvoir partager ce qu'on a de meilleur avec le monde. C'est d'avoir dans les contenus télé des programmes qui sont adaptés à partir de ce que nous avons. C'est d'avoir dans les espaces de diffusion du spectacle qui nous ressemble. C'est d'avoir une économie qui existe et que le peuple doit payer. Pour moi, c'est très important. On s'inspire du peuple, mais le peuple doit contribuer pour le développement. On doit arrêter de mettre des perfusions à base de subventions. Pour moi, un bon projet culturel doit pouvoir s'autofinancer sur 3 ans. Et il faut mettre les mécanismes en place. C'est le mécénat culturel. Voilà, c'est la question de la RSE qu'il faut orienter pour moi sur la culture. Il faut vraiment qu'on ait un dispositif orienté sur la culture, de dire que sur la RSE au Sénégal, il faut que 50% de la RSE parte à la culture. Il faut qu'on puisse déterminer un système de mécénat culturel qui va permettre à des gens d'injecter de l'argent, parce que derrière aussi, ils vont voir la grandeur de ce pays-là. Donc globalement, moi je pense qu'on ne peut pas réinventer la roue comme on le dit. Il y a des choses qui ont été faites un peu partout dans le monde. Il faut essayer de voir où est-ce qu'on se situe nous, mais surtout entrer dans le cadre panafricain. Pour moi, c'est très important. La CEDEAO, c'est 350 millions d'habitants. 350 millions d'habitants. C'est la population, la taille de la population des États-Unis. Donc la question du marché, pour moi, ce n'est même pas une question d'international. Au niveau de la sous-région, on a le marché qu'on veut. Voilà, le marché, il existe. Donc, au niveau africain, en 2050, on sera 2 milliards. Donc, on n'a pas besoin de penser qu'on va aller conquérir les États-Unis avec qui. On a le marché en Afrique. Et c'est pourquoi le cinéaste paix à son âme, Cheikh Ngaïdoba, proposait même dans l'espace UMOA, chaque pays membre de l'UMOA, ce qu'il appelait les salles de cinéma de l'Union. Les salles de cinéma de l'Union avec la même architecture, ça va permettre aux pays de l'UMOA d'avoir maintenant des salles de cinéma et qui ont presque disparu. Et l'UMOA pourrait prendre en charge cet instrument de diffusion de nos produits cinématographiques à partir des salles de l'Union. Et ce que vous disiez, c'est important en termes de financement, de RSE, de mécénat culturel, mais pourquoi pas un pourcentage de nos ressources gazières? Oui, c'est très important. C'est que ce pourcentage-là, c'est en réalité un pourcentage qui doit être destiné à la communauté. D'abord, et après, au sein de la communauté, on répartit l'argent. Parce que en 2016, quand on partait au référendum, on a dit que les ressources naturelles appartiennent aux communautés. Donc, c'est aussi simple que ça. Et donc, il faut qu'il y ait un pourcentage qui vienne. Et en fonction de ça, on va redéfinir des pourcentages pour la question de la protection de la nature, pour la culture, pour d'autres choses, etc. Pour moi, c'est très important. Mais il faut qu'on accepte, c'est que nos politiques acceptent que la question de la culture, c'est une question de souveraineté. D'abord. Pour moi, le premier point, il est là. Est-ce qu'aujourd'hui, quand ils ont, dans un programme, on a vu la culture comme un ministère de souveraineté? Non. Pour eux, le ministère de souveraineté, c'est la défense, voilà, c'est l'intérieur, c'est la justice, etc. Mais la culture, il faut que ça devienne un ministère de souveraineté. Parce que c'est le peuple et son savoir-faire et de comment il est vu partout dans le monde. Pour moi, c'est une question de souveraineté. La culture doit être, c'est-à-dire un ministère de souveraineté, plus ça doit être un ministère d'État. Pour moi, la priorité, elle passe par là. Et en ce moment, on prend conscience qu'il faut plus de moyens, qu'il faut plus de vigilance, qu'il faut mobiliser tous les efforts. C'est comme la question de la défense. La question de la défense, qu'est-ce qu'on dit? On parle d'armée-nation, on est tous unanimes qu'il faut protéger vraiment nos soldats, qu'il ne faudrait pas qu'ils soient vulnérables, parce qu'ils sont tous là pour nous. C'est la même chose pour la culture. La culture, c'est la même chose. On doit dire qu'il faut protéger nos vêtements, qu'il faut protéger ce qu'on a comme nourriture, qu'il faut protéger, etc. C'est la même chose. Pour moi, c'est une question de souveraineté. Sinon, après, personne ne vient dans ton pays. Le tourisme, il est mort parce que tu as tout d'artificiel. Si tu dois avoir la même nourriture qu'à New York, pourquoi est-ce que les gens vont quitter New York pour venir ici? Si ton pays est rempli de fast-food,
et que les fast-food, il y en a meilleurs ailleurs, etc., c'est un problème. Si quelqu'un doit venir à Dakar, par exemple, je ne sais pas, j'ai un ami qui est brésilien qui est venu à Dakar un jour et qui m'a dit, je veux un restaurant brésilien. Je lui ai dit, si tu veux un bon restaurant brésilien, tu vas à Rio de Janeiro. Tu ne viens pas à Dakar. Ouais. C'est juste, tu vois. Et surtout notre Tchéboudjet est classé patrimoine mondial de l'humanité. On a notre art culinaire, nos mets, ce qui est... Mais le truc c'est quoi? Mais tu sais, moi je taquine des gens. Je dis que je suis convaincu qu'on a un meilleur Tchéboudjen à Abidjan qu'à Dakar. Oui, parce que je sais les efforts que les gens font à Abidjan pour ne pas... pour avoir les produits de qualité. Des produits frais, etc. C'est que la même rigueur, il faut qu'on la mette en place. On ne peut pas avoir assez d'OGM, des légumes OGM dans nos nourritures tous les jours. C'est pas bon pour le Tchéboudjen. Voilà, pour la santé, la question voilà, des bouillons, elle se pose. Il y a beaucoup. Comment revenir à des bouillons qui sont vraiment bio, etc. Et donc, cette question, elle se pose. Du Tchéboudjen avec des produits OGM, est-ce qu'on peut parler de patrimoine de quelque chose? Pour moi, c'est un problème. La manière de cuisiner, d'accord. Et puis surtout, ça me rappelle la chanson de Pape Echer. Il dit, Mam, wahma, li ngay lek ba AVCO, ba cancero, ba diabéto. Voilà. Ça veut dire que notre patrimoine culinaire, c'est que ça continue. Il n'y avait pas de bouillon, il n'y avait pas d'OGM, entre autres. Ça donnait une véritable santé rigoureuse. Vraiment. Oui, tu vois, par exemple, le festival de Diarama qui va se tenir du 10 au 14 avril. Le thème, c'est promouvoir et consommer les produits du terroir. Voilà, c'est le thème du festival. Et parce qu'on a décidé, avec toute l'équipe du pôle culturel Diarama, qu'il faut sensibiliser les populations et demander aux grands-mères comment est-ce qu'elles cuisinaient pour qu'on puisse faire la transmission dont on parle, nouvelle génération, comment est-ce que les grands-mères cuisinaient, est-ce qu'il n'y a pas des produits qui sont adaptés, qui sont bien pour telle période et telle période. On a des produits de saison qu'on doit utiliser, qu'on n'utilise pas. Voilà, et donc on ne consomme même pas les produits de saison. Mais félicitations à Diarama, surtout pour rappel, l'association Diarama va organiser du 16 au 17 avril 2024 le premier symposium international sur le spectacle jeune public. Hein? Voulez-vous Oui, donc le symposium dont je coordonne la partie pour le Sénégal avec mon collègue Émile Lansman de la Belgique, donc nous sommes deux coordonnateurs. C'est un symposium qui part vraiment d'un rêve de Diarama et surtout de la fondatrice Mambi, qui a consacré plus de 30 ans au théâtre jeune public et qui veut vraiment sensibiliser les autorités sur la question du jeune public. Et donc, elle a mûri cette idée-là et elle a décidé que toute l'équipe se mette vraiment autour d'elle pour aller vers un symposium. Et donc, nous aurons 12 pays qui vont venir sur le thème de quelle politique de promotion pour le spectacle jeune public au Sénégal. Et c'est vraiment au Musée des civilisations noires, voilà, donc pour qu'on puisse discuter avec les acteurs. Donc, nous aurons 3 grands panels et des ateliers, mais c'est de discuter de qu'est-ce qu'est le jeune public au Sénégal, quelles sont les composantes de ce jeune public-là, comment on peut déterminer une chaîne de valeur pour le jeune public au Sénégal avec tous les métiers, avec vraiment tous les sous-ensembles, pour qu'on puisse ensemble mettre en place un système de formation à tous ces métiers-là. Et après, quel contenu nous allons privilégier pour le jeune public au Sénégal, pour permettre aux enfants du Sénégal de pouvoir voir des contenus qui sont produits ici, qui sont produits dans leur langue maternelle, et aussi qui les permettent vraiment de s'identifier par rapport aussi aux héros qu'ils ont dans leur histoire. Et donc, c'est un symposium très important. C'est le premier du genre en Afrique vraiment francophone, parce qu'on a eu des séminaires, etc. Mais en Afrique francophone, c'est vraiment le premier du genre. Et on aura vraiment beaucoup de partenaires, parce que c'est produit par une compagnie de théâtre qui est en Belgique, et Diarama, le Toff Théâtre. Et nous allons accueillir du monde, plus de 150 personnes sur 2 jours, pour discuter de cette problématique majeure-là qui est la question du jeune public au Sénégal. Qu'est-ce qu'on offre à nos enfants au Sénégal comme contenu en termes de spectacle? Voilà, mais félicitations à Samba et aussi à Mambi pour penser davantage à nos enfants. Et surtout, il y a beaucoup de structures qui s'occupent des enfants au Sénégal et comment mettre en synergie ces structures. Il y a Village SOS Enfants, le centre Talibou Dabo pour les enfants handicapés. Village Pilote. Il y a même une organisation pour la protection des enfants qu'on appelle CONAF, la coordination
national des associations pour l'enfance. Il y a ASAYA, et entre autres, c'est extrêmement la case des tout petits, etc. Mes félicitations. Samba, le débat était assez intéressant. On a fait le tour d'horizon de la culture. Et quel est votre dernier mot? Oui, merci beaucoup. Déjà, merci pour cette invitation-là. Vraiment, mes encouragements à la chaîne Les Quotidiens TV, à cette émission-là aussi, qu'elle puisse vraiment être l'émission du Sénégal, l'émission de la culture. Merci aussi personnellement parce que voilà, je rappelle que vous êtes membre du comité scientifique de ce symposium-là. Et voilà, merci pour cette invitation-là. Merci pour votre combat dans la culture, de permettre aux acteurs de pouvoir vraiment s'affirmer. Et on souhaite vraiment à ce Sénégal de sortir de cette élection présidentielle indemne avec vraiment quelqu'un qui aura une vision structurée autour de la culture comme ministère de souveraineté. Et voilà, avec tous les moyens qu'il faut. Vraiment, nos encouragements aussi à tous les acteurs culturels. Vraiment, on encourage tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'initiatives. Merci vraiment à tous les acteurs. Au ministère qui fait vraiment aussi son effort. Quoi qu'on puisse dire, le ministère de la Culture fait l'effort qu'il faut. Voilà, on ne peut pas tout avoir à 100%, mais il faut aussi les encourager parce que c'est des gens de l'administration qui sont là pour nous et avec qui on doit travailler. Et donc, vraiment, bravo aussi à toute l'équipe du ministère, à tous ces gens-là qui méritent l'Ordre national du Lion parce que depuis des années, ils sont là à booster les acteurs. Donc, vraiment, nous vous encourageons et nous espérons que les médias vont accompagner vraiment la culture dans tous ces compartiments et le mettre vraiment en avant pour que ce pays-là puisse redevenir ce grand Sénégal-là dont on rêve tous. Merci beaucoup. Donc, ce grand Sénégal, pays de Léopold Sédar Senghor, pays de Cheikh Anta Diop, pays de Natayala, de Aline Sitoé Diatta, de Lat Dior Diop, de Ablaye Wade, entre autres. Ce pays regorge de personnes ressources, de figures emblématiques. Et merci beaucoup Samba Mballo pour avoir répondu à notre invitation. Et nous rappelons que le premier symposium international sur le spectacle jeune public aura lieu au Musée des civilisations noires à l'initiative de l'association Diarama du 16 au 17 avril 2024. Merci beaucoup. Merci Abdourahmane Ngom. Merci Babacar Dione. Merci Madame elle est chargée de la digitalisation. Merci beaucoup. Et prochaine émission avec l'e-culture, l'artiste Zouloumey. Merci beaucoup.